L'intelligence artificielle est en train de bouleverser notre manière d'apprendre, d'enseigner et de penser l'éducation. Faut-il l'adopter sans réserve ou s'en méfier? Comment les universités peuvent-elles encadrer ces nouveaux outils pour en tirer le meilleur parti, sans risquer de creuser les inégalités ou d'affaiblir l'esprit critique? Aujourd'hui, nous allons découvrir comment l'Université de Rennes mène cette transition entre innovation technologique et vigilance éthique. Avec nous, Pierre Bust, professeur des universités en informatique exerçant à l'Université de Rennes, expert national sur les questions numériques, va nous dévoiler les coulisses du projet RAG-AREN, une expérimentation unique sur l'IA générative. Alors, l'intelligence artificielle est-elle une révolution ou une simple évolution? Réponse dans cette nouvelle causerie. Et nous sommes donc heureux de vous retrouver pour cette deuxième causerie dans la collection Sciences et Société sur l'IA et l'enseignement supérieur, le déploiement des usages et des IA génératives à l'Université de Rennes. Nous recevons donc Pierre Bust, que vous connaissez maintenant, professeur en informatique. Bonjour Pierre Bust. Bonjour Christophe. Alors, Pierre, nous avons déjà abordé dans une première causerie le jargon de l'IA, nous avons fait un panorama des technologies, nous avons compris un petit peu mieux comment fonctionnait l'intelligence artificielle, en quoi elle ne se substituait pas à l'intelligence humaine, mais elle venait l'accompagner, l'aider comme outil, avec la nécessité d'être vigilant, d'avoir l'esprit critique, d'utiliser l'IA de façon intelligente justement, raisonnée, pour être capable d'analyser ce qu'elle produit, puisqu'elle peut être sujette aux hallucinations. Alors, nous allons donc dérouler cette deuxième causerie avec, effectivement, nous allons nous intéresser à l'établissement de l'Université de Rennes. Mais tout d'abord, le rôle des établissements, et quelque part, vous allez nous expliquer en quoi il peut y avoir injonction paradoxale pour l'utilisation de l'IA dans les établissements d'enseignement supérieur. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est évidemment une observation qui est une lapalissade de dire que les IA génératives aujourd'hui vont transformer les métiers. C'est vrai dans tous les métiers, c'est vrai donc aussi dans nos milieux universitaires et académiques. Et s'il y a une transformation qui se joue, cette transformation doit être accompagnée. Il faut l'accompagner, et donc ça veut dire que les établissements ont un rôle à jouer important. Et en fait, là où il y a une injonction contradictoire possible, ce serait s'il y a quelque chose qui est une transformation à opérer et que les établissements ne s'en occupent pas plus que ça, et que le message donné aux enseignants, au personnel administratif et technique, c'est acculturez-vous à l'IA et débrouillez-vous par vous-même, c'est une injonction contradictoire. Il faut que l'établissement ait un rôle proactif et un rôle d'environnement de confiance dans lequel on peut monter en compétences et bien problématiser en quoi ce type d'outil va être intéressant dans les postures professionnelles. Alors, ce que je dis là, je suis pas le premier à le dire, loin s'en faut, et on a une collègue de l'Université de Sherbrooke au Canada, Christelle Lison, qui l'avait déjà dit avant moi, notamment dans une dépêche AEF, où elle disait que pour elle, le piège pour un établissement, ce serait de dire que ce n'est qu'un sujet de gestion individuelle, quoi. Non, non, c'est forcément un sujet collectif et de stratégie politique de ce que c'est qu'un établissement. Si l'établissement ne s'occupe pas de l'évolution de ses métiers, c'est qu'il passe à côté d'une chose qui est particulièrement importante. Donc la nécessité d'accompagner, la nécessité de former, la nécessité de donner non seulement de l'information, mais des compétences dans l'usage de ces nouvelles technologies. Ça va au-delà peut-être des technologies précédentes, puisque là on touche à des éléments qui vont enrichir la créativité, les capacités de voir la productivité dans certains cas, mais qui nécessitent un esprit critique renforcé. Donc cette nécessité, vous allez nous expliquer comment, à l'Université de Rennes, vous avez abordé cette question, puisque vous êtes quelque part un petit peu en avance sur d'autres établissements, vous êtes un peu tête de pont sur ces questions-là. Alors, merci Christophe. On espère bien être d'une forme un peu de leadership sur la question de l'IA, mais c'est pas pour dire qu'on est meilleur que les autres, hein. La question d'une tête de pont ou d'un leadership, c'est de dire comment est-ce qu'on peut éclairer plus facilement la voie pour que ça serve à tout le monde.
Alors, le contexte de notre établissement, l'Université de Rennes, c'est ce qu'on appelle un EPE, un établissement public expérimental, qui réunit une université qui était l'Université Rennes 1, qui du coup n'existe plus maintenant, elle est dans l'EPE, avec des écoles d'ingénieurs du site rennais. On a à peu près 37 000 étudiants, 4 500 personnels, c'est sur plusieurs campus, et c'est un établissement qui est bien reconnu au niveau de sa production scientifique internationale et qui a une signature scientifique un petit peu ambitieuse sur la question des transitions. Les transitions environnementales, les transitions en santé et la transition avec le numérique. Et c'est dans ce cadre-là qu'on essaie de se poser comme un établissement qui réfléchit aux évolutions avec le numérique aujourd'hui dans l'enseignement supérieur. Sur la question de l'IA, on est pas mal identifié parce que déjà, on a un très gros labo de numérique qui s'appelle l'IRISA, rattaché à l'Université de Rennes, qui est un des plus gros labos d'informatique de France. Donc Mhm. ça, c'est quelque chose qui est très, très aidant hein, quand on veut avancer sur ces objets-là. Et puis, on a quelques réalisations intéressantes. On a un CMA. Un CMA, c'est un appel à projet national sur France 2030, compétences et métiers d'avenir, sur la question de l'intelligence artificielle. Et on a depuis récemment aussi un projet Cluster IA qui s'appelle Cluster Sequoia, voilà, qui cherche à faire le pont aussi entre la recherche, la formation et les transformations de métiers avec l'IA. Donc vous êtes extrêmement, on va le dire, extrêmement engagé hein, si par rapport à d'autres établissements, clairement, et notamment avec le portage de ces projets nationaux sur l'intelligence artificielle. Donc vous avez lancé un projet, Ragaren, qui est un projet qui a été lancé en 2024. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Ouais. Alors voilà, en 2024, donc ça fait au jour où on se parle aujourd'hui à peu près un an, on a eu donc un lancement de cette expérimentation à Rennes qui a été faite par le président de l'Université de Rennes, David Alice. Pourquoi je le dis? C'est parce que je pense que il y a un aspect fondamental dans ce qu'on fait, qui est un portage politique assumé et qui met en premier lieu l'importance d'une stratégie d'établissement et d'une stratégie politique. Donc, c'est super important pour nous que ça a été lancé directement par le président et c'est porté par le VP numérique de l'établissement, c'est Olivier Monguicam. Le portage politique ne fait pas l'ombre d'un doute de ce point de vue-là. Et alors, dans cette expérimentation à Garenne, on va décliner plusieurs actions. La première action, ça va être de mettre en place une infrastructure informatique, c'est-à-dire une plateforme sur laquelle on va pouvoir faire tourner des modèles d'IA générative. Pourquoi? Parce que si on veut pas dire aux gens débrouillez-vous par vous-même et qu'ils aillent trouver ChatGPT, DeepSeek ou ce qu'ils veulent pour se faire la main dessus, bah, il faut qu'on leur donne nous-mêmes un environnement de confiance pour pouvoir s'acculturer, s'approprier ces outils-là, comprendre de quoi ça retourne. Donc l'infrastructure technique, c'était déjà une action importante. Après, la technique, ça fait pas tout. Et il faut accompagner les collègues. Alors, on accompagne différents types de collègues. On accompagne tous les collègues qui le veulent de l'établissement dans des ateliers d'appropriation et de partage de cas d'usage. Je vais en reparler après. Et puis, j'ai aussi accompagné en proposant un parcours de formation pour les personnels d'appui à la pédagogie, les ingénieurs de pédagogie. Il faut bien se rendre compte que les ingénieurs de pédagogie ont en général été formés à la pédagogie, aux sciences de l'éducation, tout ça, mais pas à l'informatique et encore moins à l'IA. Et c'est des domaines sur lesquels ils peuvent se sentir dans des postures professionnelles fragiles pour pouvoir accompagner les équipes d'enseignants, enseignants-chercheurs dans les composantes. Donc là-dessus, il fallait s'en occuper. Et puis, on vise avec l'ensemble de nos collègues la construction collective d'un cadrage, j'en reparlerai, et puis aussi à mutualiser un petit peu dans cette idée que le leadership, ça sert à tout le monde, et mutualiser ce qu'on fait à l'échelle de l'ESR plus globalement. Dans les éléments de cadrage qu'il faudra qu'on discute, c'est est-ce qu'on ouvre l'expérimentation aux étudiants. Pour l'instant, il y a quelques étudiants qui ont utilisé Ragaren dans le cadre d'activités tutorées avec leurs enseignants, mais pour l'instant, on n'a pas ouvert la plateforme aux étudiants. On a d'abord cherché à acculturer les collègues enseignants et personnel BIAT. Et on verra, de toute façon, quand on va se poser la question du cadrage, on est déjà un peu dans l'écriture. Actuellement, on va voir si on ouvre plus globalement au public étudiant.
D'accord. Donc là, vous avez aujourd'hui donc déployé une infrastructure locale qui dispose des capacités et donc des services de type IA permettant d'expérimenter ce dont on a parlé aussi dans la première causerie, c'est-à-dire les prompts, enfin l'ensemble des fonctionnalités qui permettent de discuter avec l'intelligence artificielle au travers de Ouais. textes, par exemple. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir une petite idée, je pense que les collègues qui nous regardent ou les personnes qui nous regardent sont intéressés, savoir quelle infrastructure cela suppose, un tel déploiement. Alors, ok. Ce qu'on a fait donc au niveau de l'infrastructure, c'est déjà de se rapprocher d'un data center local sur la métropole de Rennes, un data center dont nous on est membre fondateur, qui est labellisé par le SR, qui est dans le cadre des data centers régionaux. Donc voilà, c'est-à-dire un endroit où il y a une connaissance métier et des moyens qui sont mis à notre distribution, à notre usage pour ça. Donc, ça, c'est le data center qui s'appelle Eskem Data, voilà, qui est de la région bretonne, enfin, rennaise. Et dans ce data center, on a installé ce qu'on appelle des GPU, qui sont des processeurs graphiques, on va dire. Alors, pourquoi graphiques? Parce que quand on gère des images sur un ordinateur, on gère des phénomènes fortement parallèles. Parce qu'une image, c'est un ensemble de pixels, donc on parallélise beaucoup les traitements. Et en fait, dans les IA génératifs, pour faire tourner les modèles d'inférence, on a besoin de paralléliser énormément. Donc les infrastructures matérielles qui servaient à faire du graphique servent très bien à faire tourner des modèles d'IA génératifs. C'est pour ça on appelle ça des GPU. Et voilà, donc on en a plusieurs. C'est des grosses cartes informatiques, des espèces de gros ordinateurs, si vous voulez. Et on installe dessus plusieurs couches logicielles dont on a vérifié que chacune était d'une couche de logiciel libre. C'est-à-dire qu'on n'installe pas des solutions propriétaires. On fait que du libre collaboratif que tout le monde peut prendre et retrouver à l'identique. Donc des serveurs d'inférence, des interfaces graphiques, des serveurs de LLM, des choses comme ça. Et donc là, vous voyez sur l'image que je vidéo projette, vous avez la possibilité de poser un prompt, d'avoir la réponse. Et pour avoir la réponse, vous allez sélectionner dans une petite liste sur la gauche le modèle que vous voulez interroger en inférence. Alors là, on en a mis plusieurs. Il y a différents modèles de chez Llama. Enfin, Llama, c'est des modèles de chez Meta, donc ex-Facebook, mais donnés en open source. Il y a des modèles DeepSeek aussi open source, des modèles de chez Mistral. Et puis, il y a des gros modèles, des petits, des spécialisés, par exemple pour la génération de code, d'autres qui sont plus généralistes. Et l'idée, c'est d'essayer de, de chemin faisant, en utilisant ces objets-là, de se dire, bah, tiens, dans telle tâche, ça paraît bien adapté. Et ça, c'est peut-être un peu trop gros par rapport à ce que je veux faire. Mais en tout cas, voilà, il y a une démarche empirique dans la comparaison de ces modèles-là qui est intéressante. Alors bon, on voit que ça nécessite des infrastructures locales assez importantes. J'imagine également que certaines personnes nous regardent et se disent bah, tiens, est-ce que moi je serais en mesure de faire cela chez moi? Quelles seraient les conditions minimales pour pouvoir déployer des serveurs d'inférence open source ou des applicatifs téléchargés, vous précisez, de Hugging Face par exemple? Ouais. Quelles seraient les conditions minimum pour pouvoir expérimenter des choses dans un établissement en local? Alors, bon, les conditions minimum, donc du coup, c'est pas l'accès au modèle, c'est pas l'accès aux logiciels qui permettent de le faire, parce que tout est open source. Les conditions minimum, c'est l'infrastructure technique. Oui, bah, faut avoir les cartes pour faire tourner les choses, ça c'est sûr. Et puis un GPU, ça coûte entre 20 et 30 000 euros, donc c'est pas donné. Et ce qui est plus important encore, c'est qu'il faut avoir la connaissance métier pour gérer ces infrastructures-là. C'est-à-dire que nous, pour développer Ragaren, là, on a eu quand même une équipe qui nous a beaucoup aidé au sein du laboratoire IRISA. Et on a un collègue notamment qui est un ingénieur informaticien et qui gère et administre des systèmes informatiques de cet ordre-là. Et il a bien passé facilement la moitié de son temps, de son temps sur l'expérimentation Ragaren. Donc, un demi-ETP minimalement, c'est ce qu'il faut, mais voilà, il faut l'ETP de la compétence métier très particulière qui est la gestion des systèmes informatiques un petit peu
complexe. Ce qu'on dirait aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle du MLOps, quoi. C'est du développement de systèmes opérationnels en machine learning. Alors, dans le domaine de l'informatique, c'est des compétences qui se trouvent, hein, mais voilà, c'est quand même de la compétence métier très particulière. Bien, d'où l'intérêt que des universités hein, comme la vôtre puissent prendre le leadership, voire même, peut-être y a-t-il aujourd'hui des projets d'infrastructure, par exemple pour le calcul, qui pourraient être mutualisés au niveau national? Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Il y a des projets nationaux dans lesquels on essaie d'arriver aussi. Et je pense, là, dernièrement, il y a eu une réponse française qui a été acceptée dans un projet européen qui s'appelle AI Factory, où l'idée, c'est d'aller mutualiser des serveurs de calcul pour pouvoir développer des usages dans des branches professionnelles. Et nous, on a poussé l'idée d'avoir une branche professionnelle autour de IA et technologie éducative, on va dire. Donc voilà, oui, on s'inscrit là-dedans et l'idée, c'est bien effectivement de trouver des infrastructures qui puissent passer à l'échelle, quoi. C'est ça. Alors, revenons maintenant dans votre infrastructure locale, retour à l'Université de Rennes. Donc, vous avez aujourd'hui des indicateurs d'usage eh bien, de ces services. Ouais, tout à fait. Donc, je vous ai dit, c'est à peu près un an et on a lancé l'infrastructure avec une lettre du président. Et puis après, on a organisé des ateliers et on a discuté avec beaucoup de collègues de tout ça. On a même organisé une journée nationale au mois de juin et puis on en organise d'autres. Enfin, tout ça est en cours. Et aujourd'hui, on a à peu près un peu plus de 600 utilisateurs sur l'infrastructure Ragaren. Et quand on regarde un petit peu les dernières enquêtes qu'on avait fait à l'automne 2024, c'était qu'on avait des taux de satisfaction qui étaient de l'ordre de 70 à 80%. Et en moyenne, 1,8, on va dire pas loin de 2 utilisations par utilisateur et par semaine. Ça veut dire que les gens ne sont pas des geeks, hein, ils passent pas leur vie à prompter à Garen, mais c'est dans la durée et c'est complémentaire à leur tâche professionnelle. Alors donc, vous accompagnez à l'appropriation de ces nouveaux outils. Effectivement, c'est apparu, c'est quand même nouveau dans le paysage, même si je pense, et peut-être avez-vous une idée là-dessus, que beaucoup de collègues utilisent déjà des IA, soit des IA, des IA disponibles hein, sur le marché, comme ChatGPT, comme Gemini, Copilot, enfin bref, toutes celles qui sont disponibles actuellement. Même à titre gratuit, voire pour certains payants. Qu'est-ce que vous observez aujourd'hui pour l'accompagnement à l'acculturation? Est-ce que vous évaluez au départ le niveau de connaissance, le niveau de compétence des personnes, ou est-ce que vous partez du principe qu'on part d'un basique pour l'ensemble, et comment est-ce que vous procédez? Alors, cette appropriation et cette, on va dire, montée en compétence de chacun sur ces outils d'IA aujourd'hui massivement répandus est vraiment quelque chose d'important. Et en fait, on part pas d'une identification de ce que connaissent déjà ou pas les gens, parce que c'est extrêmement variable. Et à chaque fois qu'on a discuté avec des collègues, à chaque fois on est tombé sur des collègues qui avaient pour partie déjà quelques expériences et qui à côté avaient pas mal de manque de compétences et de manque de savoir, d'explicitation. Et de savoir juste de quoi on parle, c'est déjà super important. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que les besoins sont très forts. C'est très fort à tous les niveaux. Moi, je dirige à l'Université de Rennes un service d'appui à la pédagogie. Dans les objets classiques de transformation pédagogique, par exemple l'approche par compétences ou des choses comme ça, on a le temps d'envoyer nos collègues ingénieurs de pédagogie récupérer du corpus, de la connaissance pour pouvoir après aller en parler avec les équipes pédagogiques. Dans le domaine de l'IA, on n'a pas le temps parce que ça va trop vite et donc l'accompagnement pédagogique de la transformation avec l'IA, bah, ça doit se faire en même temps que les gens montent en compétences. Donc ça, c'est très fort. Ça nous est revenu très fort que tout le monde a des besoins de monter en compétences, tout le monde a besoin de s'acculturer à des concepts et des notions. C'est ce qu'on appelle un peu l'empowerment aujourd'hui, c'est comment soi-même on s'occupe de se donner les éléments pour comprendre. Et puis, on a besoin de partager des réflexions. Dans les ateliers qu'on organise, on a partagé
des avis. Certains pensent ci ou pensent ça, et dans les avis, ce qui est presque plus important que les certitudes, c'est les doutes et les risques que chacun pense. Donc c'est ça dont il est question de parler dans vraiment de l'échange humain. Donc échanger sur les cas d'usage, ça a été cas d'usage déjà effectifs ou ceux auxquels on pense, c'est particulièrement important. On a organisé plus d'une vingtaine d'ateliers dans l'année 2024 sur à peu près, pour réunir à peu près 260 collègues. On recommence, on en fait beaucoup depuis janvier 2025. Il y a beaucoup de questionnements encore toujours qui demeurent et c'est très bien parce que ça donne lieu à des discussions super riches. Et petite nouveauté depuis janvier 2025, on s'est rapproché du Conseil national du numérique qui est en train de pousser une action à l'échelle nationale qui s'appelle Caféia, qui sont des moments de discussion. En gros, c'est pas une conférence descendante, c'est un moment de partage et de discussion. Et nous, ce qu'on faisait dans nos ateliers, ça correspondait très bien à ça, ce qui fait que maintenant, nos ateliers sont labellisés comme étant des Caféia au sens du Conseil national du numérique. Et c'est pour les collègues qui y participent, des fois, quelque chose d'intéressant de se dire, ah oui, bah, l'université organise des ateliers pour qu'on discute et ça a une vocation de reconnaissance plus large. Ça s'inscrit dans des dispositifs à l'échelle de l'État. Et c'est intéressant, en tout cas, ça donne du sens. Alors, Pierre Bust, justement, revenons sur ces cafés café IA. Comment est-ce que ça s'organise? Comment est-ce que vous les organisez? Ça se passe en présentiel? Les gens se retrouvent physiquement? Ou est-ce que vous organisez ça en ligne? Comment ça se passe? Ouais, très bonne question. Ça s'organise en général, on produit un formulaire, un evento pour proposer des dates et faire que les gens s'y inscrivent. Et on prend des créneaux qui en général sont assez courts, 1 heure et demie des fois quand on déborde, mais on veut pas aller beaucoup plus loin parce qu'on veut que ça reste compatible avec l'emploi du temps des collègues. Et à chaque fois, on est dans des réunions en mode hybride. Il y a une salle en présentiel dans laquelle on a des gens et puis on a des gens qui sont à distance. Et en général, les cafés IA qu'on organise, ça tourne autour d'une petite dizaine, une douzaine de participants. Donc c'est pas des grands amphis, hein, c'est plein de petits temps où les gens ont la possibilité de s'exprimer. D'accord. Et donc, en général, vous avez une présentation ou vous démarrez sur des questionnements tout azimut? Comment est-ce que vous laissez les choses s'exprimer? Alors, on en a fait avec plusieurs scénarisations un petit peu. Il y en a certains qu'on a fait où on structurait par type de métier. Un café IA pour les métiers de la recherche, pour les métiers de la pédagogie, pour les métiers de l'administration et du technique. Ça, on en a fait quelques-uns comme ça typés. Puis finalement, on s'est aperçu qu'il y avait aussi possibilité de réunir des gens pour discuter indépendamment de la branche métier. On a fait des cafés IA sur des analyses type du SWOT, quelles sont les opportunités, les risques des IA, les choses sur lesquelles on doit réfléchir collectivement, des choses sur les principes de l'écriture d'une charte des usages, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est moins, qu'est-ce qui devrait être un sujet qu'on aborde ou pas dans le cadrage des usages. Tout ça, on en a discuté. Donc, il y a plein de modèles différents. Actuellement, ce qu'on fait, c'est des cafés IA plutôt très généralistes où on demande aux gens de partager des idées sur comment est-ce qu'ils estiment que leur posture professionnelle est en train de changer. Et en fait, quand on pose une question comme ça, tout de suite, ça lève éventuellement des incompréhensions, des choses qu'il faut réexpliquer. Mais ça fait du partage et de l'échange, et c'est ça qui est vraiment le plus important. D'accord. Et est-ce que vous documentez ensuite? Est-ce que vous utilisez ces ressources, justement, ces échanges pour produire de la connaissance, justement? Alors, on a quelques documentations parce que des fois, on utilise des boards type Klaxoon ou des choses comme ça pour pouvoir avoir un compte-rendu un petit peu de ce qui s'est passé. On garde des notes systématiquement de ce qui a été dit dans tel ou tel atelier Café IA. Voilà. Maintenant, toutes ces notes-là, elles nous servent à nous pour pouvoir produire le cadrage des usages qu'on cherche à écrire. Pour Alors, l'instant, donc, on n'a pas publié de documentation là-dessus. Ce serait une chose à faire importante, mais on n'est pas beaucoup à administrer ces choses-là, donc le temps nous manque. et le temps, c'est ça, la ressource rare, le temps. Alors, vous précisez que vous évaluez collectivement, justement, les risques Mm.
Donc Ouais, c'est au travers de ces cafés l'idée, de l'IA. c'est ouais. L'idée, c'est vraiment de discuter collectivement et de faire que tout le monde interagisse pour faire que la montée en compétence soit collective. Et en tout cas, il faut absolument se poser la question des risques parce que c'est pas neutre. Il y a plein de choses qui sont importantes à bien préciser. Ce qui est ressorti de beaucoup d'ateliers, c'est qu'il y a un risque majeur. Le risque principal, ce serait de rien faire. On ne peut Hmm. pas être attentiste sur la question des IA. Si on attend que le train passe, bah on est sûr d'une chose, c'est qu'on ne sera pas dedans, quoi. Alors la question, c'est d'être acteur des transformations qui jouent sur nos métiers et de ne pas en être simplement des éléments passifs, on va dire. Donc, faut faire quelque chose. On ne sait pas où ça va parce que ça va très vite et que ça part dans tous les sens. Mais voilà, il faut avoir cette appropriation collective et ne rien faire, ce serait la pire des choses. Maintenant, il faut le faire en essayant de co-construire à plusieurs une démarche raisonnable et réfléchie. Et en fait, vous voyez, le milieu dans lequel on veut trouver un chemin, c'est entre deux positions complètement opposées, qui serait celle de la techno-béatitude, parce que c'est de l'IA, parce que c'est nouveau, soi-disant nouveau, parce que c'est ceci, parce que c'est cela, c'est formidable, on doit le faire. Non, on n'est pas forcément dans un objectif de geek. Et quand on parle de numérique, encore plus quand on parle de pédagogie avec le numérique, par exemple, le mot-clé qui est important, c'est pédagogie. Hein, c'est pas numérique. Le numérique est un moyen pour atteindre quelque chose, c'est pas une finalité. Donc, on veut pas être dans une démarche de geek ici, à faire la promotion de la tech et du numérique. Donc, c'est pas de la techno-béatitude. Mais il faut pas non plus de l'autre côté que ce soit du techno-bashing. C'est de l'informatique, donc c'est pas bien, c'est les GAFAM, c'est ceci, c'est le CAC 40. Bon, voilà. On peut dire ce qu'on veut de la tech, elle a ses travers, ça c'est clair, mais pour autant, on peut faire, quand on adopte une position réfléchie et raisonnable, des usages qui sont intéressants. Alors, la démarche autour de l'expérimentation, elle vise à réduire les risques le plus possible pour faire une appropriation la plus qualitative. Donc, par exemple, les impacts environnementaux. Si je dis à mes collègues d'aller utiliser ChatGPT pour se former leurs compétences, bah, ils vont faire des prompts au début qui sont peut-être pas terribles, mais ils vont apprendre à les faire un peu mieux. Mais si quand on fait quelque chose qui est très exploratoire, on a déjà l'impression de faire un truc qui fait 4 fois le tour de la planète et qui fait fondre un mètre cube de banquise, on se demande si c'est vraiment si important que ça. Donc, il faut donner un environnement où les impacts environnementaux sont les plus raisonnables possibles. Donc, l'infrastructure locale, elle répond à ça. La fuite de données, c'est super important de s'occuper de ça parce que il y a plein de cas où dans ChatGPT, par exemple, il y a eu des données stratégiques qui se sont retrouvées véhiculées dedans. Par exemple, je pensais à, il y a des algorithmes propriétaires de ces Samsung qui se sont retrouvés dans des générations de ChatGPT. Alors pourquoi? Bah parce qu'il y avait des ingénieurs de ces Samsung qui avaient utilisé ChatGPT pour débugger leurs algorithmes. Donc pour les débugger, il fallait bien les mettre dans un prompt. Et ChatGPT, des fois, refait des phases d'apprentissage en reprenant tous les prompts qui avaient été donnés avant comme des éléments de texte duquel il apprend. Donc, du coup, on peut se retrouver avec de la donnée qui fuite comme ça de manière inconsidérée. Donc, ça, on ne le fait pas parce qu'on a une infra locale que nous-mêmes on contrôle. Et puis, il y a aussi quelque part une question de souveraineté numérique. Hein. Il vaut peut-être mieux avoir des outils que nous, on gère et qu'on construit et que plutôt que de tout le temps mettre ses œufs dans le même panier qui sont ceux des GAFAM. Alors, bien sûr, quand on fait de l'open source comme on le fait avec du DeepSeek et du Llama c'est Meta, on n'est pas complètement en dehors non plus de la question de la souveraineté numérique, mais on met aussi du Mistral. Voilà. Mais en tout cas, on administre nous-mêmes ces trucs-là. Dans les différents risques qui est ressorti aussi, il y avait la question des auto-apprentissages. Alors ça, c'est quelque chose, si ça vous intéresse, vous pourrez rechercher sur le web. Alors en fait, les IA génératives sont entraînées avec des données qui viennent du web et on les utilise pour créer des sites web. Donc ça veut dire qu'au final, il y a un moment où elles vont s'entraîner elles-mêmes. Et donc on va obtenir un espèce de langage le plus médian possible et qui sera une génération qui peut-être, faut voir ce que ça donnera,
va être de plus en plus pauvre en termes de créativité lexicale et d'écriture. Bah, d'une certaine façon, peut-être que ça peut suffire à répondre à certains enjeux et que ça nous laisse, nous, humains, la créativité ailleurs. Et puis, il y a des vraies questions qu'on s'est posées dans les ateliers sur qu'est-ce qu'on accepte de confier à l'IA, qu'est-ce qu'on veut garder. Moi, je me rappelle une collègue qui m'avait dit, moi, j'aime beaucoup écrire, donc je veux pas qu'une IA écrive à ma place. Un autre qui avait dit, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que l'IA fasse la vaisselle pendant que moi, j'écris des textes parce que j'aime bien, et plutôt que le contraire, que je fasse la vaisselle pendant que les IA écrivent des textes. Bon, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on veut confier, qu'est-ce qu'on veut pas confier. Il y a un risque qui est ressorti très très fort aussi, notamment dans le domaine de la pédagogie, c'est un risque de fracture numérique. Il y a fort à penser que les IA vont être des très bons outils pour que les très bons étudiants soient encore meilleurs. Mais ceci dit, peut-être que ça va fragiliser aussi les plus fragiles. Si l'étudiant fragile n'est pas capable de déceler là où il y a des hallucinations et qu'il est dans une disposition où il se dit « Oh là là, moi ça a été fait par une IA, je touche pas parce que ça est forcément plus compétent que moi » ou je vais pas non plus risquer de reformuler parce que moi quand j'écris je fais des fautes d'orthographe là où l'IA n'en fait pas. Bah voilà, les étudiants les plus fragiles vont se retrouver dans des situations encore plus complexes. Donc là, il y a une activité de l'enseignant qui est importante, qui est de contribuer à la réduction de cette fracture numérique. Et puis, ce risque-là est accentué aussi par une observation. Là, je vous donne une URL d'un papier scientifique qui est paru il n'y a pas longtemps et qui dit qu'il y a des cas où le déploiement des IA est corrélé avec une baisse de vigilance et d'esprit critique des utilisateurs qui font trop confiance à l'IA. Il ne faut pas faire trop confiance en la tech. Et donc voilà, tout ça, c'est, vous voyez, c'est la situation, le chemin qu'on essaie de trouver entre ce que j'ai appelé la techno-béatitude et le techno-bashing. Merci, tous ces points sont effectivement très, très importants et méritent d'être abordés par cet accompagnant, cette acculturation. Le pire serait de ne rien faire, donc je pense que ça c'est plus que très important. Ne rien faire, c'est aussi renoncer à suivre l'avancée en marche, et donc c'est vrai que ça sera quand même un peu compliqué si certains établissements ne prennent pas ce train en marche. Et puis je ne vois pas comment nous, universitaires, on renoncerait à se poser des questions. C'est quand même un peu notre ADN, donc c'est ce qu'on aime bien faire, c'est ce qu'il faut faire, et il faut être présent sur ces objets-là. Absolument, et préparer les jeunes générations à devenir des citoyens éclairés et aptes à utiliser ces technologies de façon éthique pour l'avenir également. Et donc toutes ces questions-là méritent d'être abordées. Donc vous cadrez les usages par contre. Alors, vous cadrez. Est-ce que vous cadrez ou est-ce que vous sécurisez? Comment est-ce que vous abordez le sujet? Ouais, voilà. Alors la question, c'est que on veut ressortir de notre expérimentation un cadrage qu'on va faire passer dans les conseils centraux de l'établissement, en disant ici à Rennes, on utilise les IA comme ci, comme ça, on promeut tel bons usages, on proscrit telle chose. Par exemple, dans le texte qu'on est en train de commencer à écrire, il n'est pas finalisé à ce stade, on dit que quand on déploie des IA à l'université, on devrait toujours avoir en tête une notion de réversibilité. Bon, la réversibilité, ça veut dire comment on fait si un jour on décide de plus faire de l'IA. Il ne faut pas non plus qu'on se soit retrouvé à faire que nos métiers ne soient plus opérables en dehors d'un contexte de tech. Donc voilà, on réfléchit à ça, ce cadrage, dans l'idée que cadrer, c'est absolument pas limiter les usages. C'est pas pour interdire aux gens de faire ci ou ça, mais c'est sécuriser les postures professionnelles, c'est les mettre dans un cadre de réflexion qui a été collaboratif et admis et voté dans les conseils centraux. Le collaboratif et l'institutionnel se rejoignent dans ces questions de cadrage. Alors, on y travaille à l'échelle de l'établissement. On y travaille aussi à la suite de l'IA Summit dans le projet au sein des démonstrateurs de l'enseignement supérieur des MOES en lien avec EdTech France. Et puis, il y a d'autres universités qui ont aussi produit des choses qui sont inspirantes. Je pense à l'Université d'Orléans. Et puis, chez nos collègues canadiens, l'Université Laval, ou chez les Belges, l'Université de Liège. Et en tout cas, il y a 4 principes pour l'instant qu'on est en train d'écrire dans la charte et qui vont certainement se retrouver être un peu structurants. C'est qu'on veut permettre la curiosité dans les cas d'usage, on veut permettre la transparence. Quand on utilise de l'IA, il faut le dire.
et il faut dire comment on l'a utilisé. C'est vrai pour nous, enseignants, c'est vrai pour ce qu'on pourrait demander aussi aux étudiants, plutôt que de penser qu'ils vont vont nous rendre des travaux où ils auront fait tourner l'IA sans nous le dire, bah, vaut mieux leur dire utilisez l'IA, mais en annexe de votre rapport, donnez-nous vos prompts, c'est ce que vous en avez pensé. Un principe de précaution, parler de la réversibilité tout à l'heure, c'en est un peu, et puis de la parcimonie, c'est-à-dire qu'on utilise les choses comme il faut. Pour vous donner un exemple de ça, on a décidé de pas installer sur l'infrastructure Ragaren d'outils de génération d'images. Alors vous allez me dire, ah, c'est quand même dommage parce que les IA génératives font des trucs super avec les images. Oui, mais c'est beaucoup, beaucoup plus impactant en termes d'impact environnementaux que la génération de texte. Et s'il est question d'illustrer des diaporamas de cours, on a aussi des banques d'images libres de droit où il y a plein de choses qui existent déjà. On n'est pas tout le temps obligé de faire tourner des IA, y compris même des IA qui ont des impacts dus à leur calcul un peu massifs. Donc voilà, tout ça, ça doit être réfléchi, ça doit être acté collectivement. Et en tout cas, c'est des beaux enjeux pour faire qu'on se parle entre collègues de même métier ou de métiers différents au sein de nos institutions d'enseignement supérieur. Donc vous aurez à l'issue de l'ensemble de ces cafés d'IA, de ces ateliers, une vision suffisamment claire pour pouvoir bâtir une charte qui est à l'image de votre établissement. C'est le but et l'objectif, c'est de faire qu'on puisse la passer au printemps dans les conseils centraux pour qu'elle soit applicable dès septembre prochain. D'accord, très bien. Alors, donc nous avons maintenant la question de cette technologie, l'intelligence artificielle qu'on a vu surgir maintenant il y a 3 ans avec OpenAI. Aujourd'hui, elle fait partie du paysage des services et technologies utilisées de façon assez générale, avec des compétences plus ou moins variables en fonction des uns et des autres. Mais malgré tout, est-ce qu'on est là face à une transition, une transformation, une révolution? Est-ce qu'on est face à une révolution, une transformation qui serait du même ordre que les autres avec l'intelligence artificielle? La question se pose, en tout cas, Christophe, vous avez raison. L'avenir nous le dira. Je serais bien un peu dans une situation délicate de devoir me prononcer là-dessus. On verra ce que ça va donner. En tout cas, aujourd'hui, il y a plein de questions qui sont intéressantes à se poser sur qu'est-ce que c'est que l'avenir de l'enseignement supérieur, de l'université, quelles sont les transitions dans lesquelles on est et qui nous impactent. Mine de rien, c'est des questions qu'on s'est déjà posées aussi dans le passé. Quand l'Internet est apparu, quand le Web 2 avec les usages collaboratifs en ligne sont apparus, on s'est dit à un moment aussi, bah, peut-être que là, notre métier de l'université va changer. Si le savoir est sur Wikipédia et que tout le monde peut l'avoir en un clic, est-ce que les gens vont encore vouloir s'inscrire dans les universités? Bon, on voit bien que dans les questions qu'on se pose, il y a des fois où on se fait quand même très peur. Et puis, ça dépend comment on conçoit notre métier. Si on conçoit notre métier de pédagogue comme des gens qui fournissons un contenu, quand bien même ce contenu-là est en appui sur la recherche et tout, bah, le contenu, il peut être trouvé ailleurs. Et si c'est ça qu'on met en avant, uniquement l'apport de contenu, bah, peut-être qu'on se tire une balle un peu dans le pied. Par contre, si on dit que les universités accompagnent les transitions, accompagnent les montées en compétences quand les gens en ont besoin, préparent l'insertion professionnelle, préparent des étudiants qui seront des futurs citoyens éclairés et que ce qui nous importe dans la pédagogie, c'est de limiter les échecs et d'accompagner les parcours des réussites en essayant de trouver, on peut utiliser les IA pour ça, des moyens détournés de faire comprendre des notions en les reformulant comme il faut. Alors là, oui, on a des beaux jours devant nous et la question de la pédagogie et la question de l'université, elle va être toujours heureusement posée. En tout cas, voilà, les questions qui ressortent aujourd'hui de nos ateliers et de tout le travail qu'on fait, beaucoup plus que des questions on va dire de tech, sont des questions de société. Et quelle est la place de l'IA dans une transformation actuelle de la société? Est-ce que c'en est une parmi tant d'autres? Alors, il y a des gens qui vous disent, par exemple, que les IA génératives aujourd'hui, c'est presque aussi important que l'impression de Gutenberg, que l'invention de l'écriture et tout ça. Puis il y en a d'autres qui vont vous dire, bah, c'est un truc parmi tant d'autres, et puis ça va faire flop à un moment, et puis on passera à autre chose.
moi, je suis incapable de distinguer entre les deux, mais voilà, il y a un moment, en tout cas, qui est intéressant pour se poser ce type de questions. Ce qui est important aussi, c'est de saisir la question dans le sens où comment est-ce que l'IA transforme nos métiers et comment on veut nous-mêmes avoir la main sur la transformation de nos métiers et pas avoir des transformations qu'on subit plutôt qu'avoir celles qu'on veut choisir. Donc ça, c'est important. Il faut être acteur de ces transformations-là quand elles vous impactent. C'est le cas. Et je pense que un message global qu'on peut retourner à la société, c'est que nos universités sont des endroits où on se pose ces questions-là, on y travaille, quand bien même on y travaille en montant dans le train avec les autres parce qu'on n'a pas le temps d'écrire des textes, des positions, des choses. Enfin, voilà, ça va trop vite, mais on est dedans. Et la question qui est intéressante, c'est de mettre en avant que nos universités sont des structures résilientes pour penser ces changements propres à elles, l'université, mais aussi les changements de la société. Et dans une stratégie un petit peu globale de l'ESR à propos de la question des IA, moi, ce qui me stimule, ce qui me passionne, ce serait d'essayer de faire en sorte que on reconnaisse que les universités peuvent être d'une certaine façon des laboratoires du changement au service de la société. Eh bien, écoutez, Pierre Bust, merci beaucoup. Je pense que cela pourra faire l'objet de la conclusion de cette causerie, qui en annonce d'autres d'ailleurs, hein, d'autres, oui, puisqu'il est prévu que nous nous retrouvions prochainement pour eh bien, enregistrer les prochaines causeries. En tous les cas, merci beaucoup. Je pense que c'est passionnant. On voit à quel point les établissements d'enseignement supérieur, les universités ont à jouer leur rôle par rapport à cette technologie d'un nouveau genre, malgré tout, on peut le dire. On ne sait pas trop comment cela va impacter à long terme ou voire moyen terme les sociétés humaines. En tous les cas, c'est là. Le pire serait de ne rien faire. Je pense qu'on retiendra ça également de cette causerie. Et à très bientôt. Et merci beaucoup pour Merci Christophe et merci à toute l'équipe technique des causeries. Merci Pierre et à très bientôt. Merci à toutes et tous pour de prochaines causeries. Au revoir. Alors, j'ai pas entendu ce que dit Alix.